Mes chers compatriotes, je voudrais dans cette vidéo aborder de front un sujet extrêmement important qui concerne la situation en France et qui concerne le problème de la démocratie. Tout le monde est au courant, la France est l'objet d'émeutes quasiment quotidiennes contre une loi qui a été adoptée pour réformer les retraites. Cette loi a été adoptée, vous le savez comme moi, par des artifices de procédure. D'abord la procédure d'urgence, qui fait que l'Assemblée nationale n'a même pas eu le temps de se prononcer et de voter, notamment sur l'article qui fait grief, qui porte de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite. Donc il n'y a même pas eu de vote. Il y a eu ensuite l'aller-retour avec le Sénat. Et puis il y a eu la décision de Macron d'avoir recours à l'article 49 alinéa 3, qui fait que la loi est réputée ayant été adoptée si une motion de censure n'est pas votée contre le gouvernement. Et vous savez que la motion de censure, les deux motions de censure ont été rejetées, et celle présentée par le groupe Lyotte a réuni 278 voix, c'est-à-dire 9 de moins que ce qu'il fallait pour renverser le gouvernement. Donc la loi a été adoptée dans des conditions de précipitation, dans des conditions de contraintes extraordinaires, contre l'esprit des institutions, je vais y revenir. Et cette loi a été adoptée de surcroît d'une façon qui est tout à fait scandaleuse du point de vue de la procédure de classement des projets de loi, puisque ça a été inscrit dans un projet de loi de finances rectificative au motif que le gouvernement souhaitait pouvoir avoir recours sans difficulté à un article 49 alinéa 3 si nécessaire, ce qui a été le cas. Ensuite, c'est passé par le Conseil constitutionnel qui, là aussi, n'a pas joué son rôle, s'est couché devant l'exécutif, d'ailleurs a perdu ce qui lui restait de crédibilité, et la France est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Je ne sais pas d'ailleurs, personne ne sait ce qui va arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président Macron a perdu une partie essentielle de sa légitimité dans cette affaire, et qu'un très grand nombre de Français, qu'on peut estimer au moins à 70 ou 75% d'après les sondages des grands médias mainstream eux-mêmes, il y a 70-75% des Français qui considèrent que c'est une mauvaise chose que Macron ait été réélu et qui affirment qu'ils n'ont plus confiance en lui. Alors face à ça, eh bien Macron et la Macronie avec lui ont un argument qui, je l'ai observé, désempare un peu les adversaires, ils ne savent pas très bien quoi répondre. L'argument consiste à dire, écoutez, vous avez voté pour M. Macron, donc circuler, il n'y a rien à voir, c'est normal qu'il applique le programme pour lequel il a été élu, ça s'appelle la démocratie. Alors c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que tout cet argument des macronistes non seulement est absolument faux, mais particulièrement choquant, puisqu'il montre que, en fait, les macronistes, et Macron au premier chef, ne savent pas ce que c'est que la démocratie et tord l'esprit des institutions d'une façon dictatoriale. Alors, je voudrais dire à ce propos que ce qui va suivre la vidéo que je fais ici, c'est pas une vidéo uniquement pour faire joli ou pour critiquer Macron. C'est une vidéo que je vous suggère, que je vous demande, à vous, tous les Français, toutes les Françaises qui m'écoutent, de faire vôtre, d'écouter attentivement et de diffuser autour de vous. Parce que je sais, j'en ai vu, je rencontre beaucoup de gens, je me déplace en France, je vois beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, parce qu'ils ne connaissent pas bien la politique, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ou pas très bien l'histoire de France récente, parce qu'ils ne connaissent pas les arcanes du droit constitutionnel, parce qu'ils ne connaissent pas le texte de la Constitution, parce qu'ils sont victimes du lavage de cerveau permanent des macronistes dans les médias. Il y a beaucoup de Français qui sentent confusément que ce que dit Macron, c'est faux, que c'est pas vrai, que c'est pas ça la démocratie. Mais le problème, c'est que quand on leur assène, les Français ont voté comme ça, donc vous devez vous taire, il y a beaucoup de Français qui savent pas très bien quoi répondre. Il leur manque les mots, il leur manque les analyses, l'analyse juste, etc., l'argument qui fait mouche. C'est la raison pour laquelle, dans la vidéo qui suit, comme d'ailleurs dans toutes les vidéos que je fais, mais dans celle-ci en particulier, c'est une vidéo que je fais pour vous donner les arguments. Les arguments, vous avez autour de vous des gens qui sont pour Macron, etc. Ah oui, il a raison quand même, les Français ont voté pour ça. Non, les Français n'ont pas voté pour ça. Et même s'ils avaient voté pour ça, ils ont le droit de changer d'avis, sinon,
eh bien, on ne leur demanderait pas de voter en 2027, on ne leur demanderait pas de voter en 2032, etc. Alors écoutez, si vous me le permettez, je sais que vous savez que moi et les équipes de l'UPR, on travaille beaucoup, on met énormément d'énergie et de réflexion et de travail pour vous donner les choses les plus compréhensibles possibles pour que vous ayez cette espèce de réarmement politique et moral pour rétorquer ça à Macron et à sa secte, en fait, qui a pris le pouvoir en France. Voilà, je voulais vous dire ça avant de poursuivre maintenant et écoutez ce que j'ai à vous dire. À tout seigneur, tout honneur, je vais d'abord donner la parole à Macron. Il y a quelques jours, il a eu cette phrase, on va l'entendre dans une seconde, il a eu cette phrase absolument extraordinaire. Il a dit « La démocratie, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit ». Écoutez-le. On parle beaucoup de démocratie. La démocratie, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Et avoir des gens qui votent ou qui votent pas pour vous en connaissance de cause. Je crois que c'est exactement ce que j'ai fait. Et après... Alors, ça mérite tout de suite commentaire. Parce que la démocratie, c'est pas ça. Monsieur Macron ne sait pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est un mot d'origine grecque, je l'ai déjà dit 50 fois. Je vois d'ailleurs sur Internet beaucoup de gens qui reprennent ces analyses, le diffusent, et c'est bien que ce soit diffusé. C'est démos, kratos en grec, démos le peuple, kratos le pouvoir. Donc la démocratie, c'est le pouvoir donné au peuple. Et c'est d'ailleurs ce qui figure dans la Constitution française, on en reparlera tout à l'heure. Et quand Macron dit la démocratie, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit, ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est absurde. Je vais, au risque de me faire reprocher un point Godwin, lorsque Adolf Hitler a écrit Mein Kampf, il a dit ce qu'il allait faire, et puis après il a fait ce qu'il avait dit. Ça, c'est exact. Est-ce qu'on peut dire que le régime hitlérien était une démocratie? Évidemment pas. Bon. Donc c'est pas ça la démocratie. Macron considère que le fait d'annoncer ce qu'on va faire et de faire ce qu'on avait dit, ça serait la démocratie. Non. Si on voulait inventer un néologisme grec comme démocratie, j'aurais tendance à appeler ça une orthologocratie. Pourquoi? Ça veut dire ortho, ça veut dire droit, comme orthodoxe. La religion orthodoxe, ça veut dire la religion, c'est la voie droite. Donc ortho, droit, et logo, c'est le discours. Donc l'orthologocratie, ça serait le kratos, le pouvoir du parler droit. Voilà, ça serait une orthologocratie. Ça n'a rien à... C'est un néologisme que j'invente, mais ça n'a rien à voir avec une démocratie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque Macron dit que les gens ont voté en connaissance de cause, non, justement pas. Justement pas. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées, ni en 2017, et encore moins en 2022. En 2022, je rappelle qu'il n'y a pas eu de campagne. Monsieur Macron, pendant toute l'année 2021, a fait durer le suspense pour savoir s'il se représentait, s'il se représentait pas. C'était un peu un secret de polichinelle, mais enfin, il a fait durer le suspense. Il a repris d'ailleurs le même artifice qu'avait utilisé François Mitterrand en 1988, datant le dernier moment pour se déclarer. Et donc, ça lui permettait d'éviter de parler de son bilan, parce que quand il disait « écoutez, on ne sait pas, je ne vais voir, je réfléchis », les gens ne pouvaient pas lui poser des questions sur son bilan. Et puis ensuite, lorsqu'il s'est déclaré candidat dans les ultimes semaines, il se trouve qu'en plus, il a bénéficié à ce moment-là, si j'ose dire, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc le sujet est passé à la trappe. Et en fait, en 2022, il n'y a eu aucun bilan demandé à Macron de ce qu'il avait fait. Rien. Le deuxième tour et le débat précédant le deuxième tour avec Madame Le Pen, Madame Le Pen, comme tout le monde l'a vu, a été très insuffisante par rapport à Macron. Je peux vous dire que si j'avais été moi face à Macron, ça ne se serait pas passé comme ça. Et j'aurais demandé à Macron un certain nombre de bilans. D'ailleurs, j'aurais refusé absolument le canevas imposé par les médias qui consiste à tronçonner les questions pour empêcher, en fait, Macron de se justifier par rapport aux médias. Quant à son programme, ce programme a été extrêmement fumeux. Qui avait vraiment notion du programme de Macron? Qui l'avait lu très attentivement? Finalement, pas tant de monde que ça. Il est vrai que dans son programme, il était question de l'augmentation de l'âge du départ à la retraite. C'est exact. Mais il était question d'autre chose. Et puis il y avait plein de choses dont il n'était pas question. Par exemple, il n'était pas question dans le programme de Macron d'envoyer des milliards et des armes par centaines et centaines, des armes extrêmement onéreuses
au régime néo-nazi et mafieux de Zelensky en Ukraine. Il n'était pas question. Hein. Donc ça, il n'était. Alors quand il dit annoncer ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit, il n'avait jamais dit ça dans son programme. Voilà. Ça veut donc dire que normalement, on serait fondé à dire très bien, donc c'est légitime que vous fassiez l'augmentation du départ à la retraite, mais là, ça n'est pas légitime. D'ailleurs, c'est normal qu'il puisse prendre des décisions qui n'étaient pas prévues dans son programme. Je rappelle qu'il y a un article de la Constitution qui précise que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'un responsable politique ne peut pas s'engager sur un programme de façon définitive et être tenu par ce programme. Alors c'est un article qui est discutable, c'est une autre question, mais le problème c'est qu'il existe et donc que Macron n'est pas tenu par un programme ni qui que ce soit parce qu'il peut y avoir justement le cours des événements qui changent l'appréciation des choses. Quant à dire par ailleurs que les gens avaient voté en parfaite connaissance de cause, c'est archi faux. Tout le monde sait, et Macron lui-même l'a fait, et tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, que si Macron a été élu, c'est parce qu'il avait en face Madame Le Pen. Et que si ça n'avait pas été Madame Le Pen qui avait été en face, mais si ça avait été, par exemple, je ne sais pas, peut-être la pauvre Valérie Pécresse, mais qui a fait une contre-performance historique, ou si ça avait été, je ne sais pas, quelqu'un un centriste ou autre, il y a de fortes chances pour que Macron eût été battu. Et que notamment les voix de gauche qui avaient voté pour Mélenchon ou qui avaient voté pour le Parti socialiste ou pour les écologistes se seraient non pas reportées sur Macron mais sur quelqu'un d'autre. Alors que là, ils ont fait bloc pour barrer la route à Madame Le Pen. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. S'il y a quelqu'un qu'on peut d'ailleurs incriminer en la matière, c'est quand même Mélenchon, puisqu'il s'est désisté pour Macron entre le premier et le deuxième tour. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il aurait pu au minimum, entrer en négociation avec Macron et dire écoutez, je veux bien me désister pour vous, mais au moins il faut que vous renonciez par exemple à votre programme sur les retraites. Et si Mélenchon l'avait fait, Macron aurait été coincé. Macron n'aurait pas pu faire le programme. Donc j'insiste là-dessus. Mélenchon porte une très lourde responsabilité dans ce qui s'est passé puisqu'il s'est désisté pour Macron sans même négocier quoi que ce soit dans le programme de Macron, pour faire barrage à Madame Le Pen. Ce qui fait d'ailleurs cette atmosphère un peu désagréable, même très désagréable, où l'on voit des gens de gauche, des gens de chez Mélenchon, ou la CGT, etc., qui ont appelé à voter Macron. Il y a donc une espèce de porte-à-faux général de la société française qui contribue au climat un peu délétère. Et en attendant, lorsque Macron a été réélu, d'ailleurs avec une forte majorité, mais beaucoup moindre qu'en 2017, lorsque Macron a été réélu avec 56%, 57% des suffrages, le soir même, il a dit qu'il n'était pas, qu'il était tenu, si l'on peut dire, par ce scrutin des Français, qu'il n'était pas le président d'un clan, qu'il devait tenir compte de tout le monde. Ça, c'était un propos réellement démocratique. La suite a montré qu'il ne s'y est pas tenu. La suite a montré qu'il fait semblant de croire que les gens qui ont voté pour lui ont voté pour son programme. Alors cet argument sur le fait que les Français auraient voté très clairement pour Macron a été repris par la Macronie, notamment par Aurore Berger, qui est la présidente du groupe Renaissance, c'est-à-dire des macronistes à l'Assemblée nationale. Aurore Berger a dit « Emmanuel Macron est président depuis 6 ans. Il a été renouvelé, reconduit. Il y a eu un choix clair et net des Français. » Alors Madame Aurore Berger ment, comme d'ailleurs son mentor, ou son menteur, comme Macron. Non, il n'y a pas eu un choix clair et net des Français. Il y a eu un vote clair et net, mais qui ne correspondait pas à un choix clair et net pour ce programme, qui correspondait à une volonté, alors justifiée ou pas, c'est une autre question, à une volonté de faire barrage à Madame Le Pen, et ça ne signifiait pas une adhésion au programme de Macron.
Alors tout ça, c'est très clair, me semble-t-il. Enfin, ça mérite d'être rappelé. Mais il faut aller au-delà de l'analyse. Il faut aller au-delà de l'analyse parce que ce que dit Macron, en fait, et ce que dit Mme Berger, si on va au fond des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Macron, Mme Berger ou les partisans de Macron considèrent qu'à partir du moment où les Français ont voté en mai 2022, que pendant 5 ans, jusqu'à l'élection suivante, ils n'auraient plus leur mot à dire. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils ont une conception très particulière de la démocratie. C'est pas du tout de la démocratie. Ça ferait, les Français, on les sommerait de se donner une espèce de roi, de droit divin, qui serait élu pour 5 ans et qui pendant 5 ans n'aurait aucun compte à rendre à la population. Alors c'est là que ça pose problème. Parce que la démocratie, je l'ai rappelé tout à l'heure et je le rappelle de nouveau, c'est le pouvoir du peuple. Demos kratos. Et il n'est pas dans c'est un pouvoir qui s'exerce continuellement. Tous les jours, ce qui doit diriger la France, c'est le peuple français. Ça n'est pas au moment des seules élections qu'on donne la parole au peuple. Le peuple doit pouvoir diriger tous les jours, tout au long de l'année, tout au long des quinquennats qui se suivent. En d'autres termes, il faut bien comprendre que l'élection présidentielle ou les élections législatives ne sont qu'un moyen, comme un thermomètre, de prendre la température d'un peuple à un instant T. Mais on ne peut pas verrouiller le peuple sur ce qu'il a décidé en mai 2022. À supposer même que les Français aient été d'accord en mai 2022 sur le programme de Macron, je viens de montrer que ce n'était pas le cas. Il y avait une très forte portion des électeurs qui n'étaient pas d'accord, mais qui n'ont voté pour lui que pour faire barrage à Mme Le Pen. Mais à supposer même qu'ils étaient d'accord avec son programme en mai 2022, il est tout à fait légitime qu'en mars 2023, ils ne veulent plus le faire. Ce qu'un peuple a fait, il a le droit de le défaire. Ce qu'il a choisi un jour, il a le droit plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années après, de faire le contraire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mandats électifs ont une durée de vie limitée, puisqu'un peuple peut changer d'avis. C'est le principe même de la démocratie. Ce que Macron ne veut pas voir, ne veut pas dire. Ce que les commentateurs télé, radio, etc., et les partisans de Macron refusent d'expliquer à la population. Je répète, ce qu'un peuple a fait, il a le droit de faire le contraire. C'est pour ça qu'il y a des élections, d'ailleurs. Sinon, il y aurait une élection une fois pour toutes et un président serait élu à vie. C'est d'ailleurs le cas dans certaines dictatures. On a des présidents à vie. C'est également le cas, par exemple, dans un tout autre domaine, du Vatican. Lorsqu'il y a un conclave et que les cardinaux réunis en conclave dans la chapelle Sixtine du Vatican élisent un nouveau pape, d'après le droit canon de l'Église, vous savez qu'ils le font sous l'inspiration du Saint-Esprit, et donc c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils désignent le successeur, le lointain successeur de Saint-Pierre. Or, par principe, puisque, par définition, les cardinaux ont été inspirés par le Saint-Esprit ne peut pas changer d'avis. C'est pas quelque chose à durée révocable. Donc c'est la raison pour laquelle un pape est élu à vie. Alors je sais que Benoît XVI a démissionné, c'était la première fois depuis le XIIIe siècle, je crois, qu'un pape démissionne, mais normalement les papes sont papes jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à ce qu'ils décèdent. Voilà. Ça n'est pas le cas, évidemment, et heureusement, dans les démocraties. C'est-à-dire qu'il y a une élection tous les 5 ans, et il est arrivé de très nombreuses fois que les Français disent le contraire. Les Français ont élu Valéry Giscard d'Estaing en 1974, et 7 ans après, en 1981, ils l'ont chassé, ils ont choisi François Mitterrand à la place. Donc ils ont fait le contraire de ce qu'ils avaient fait en 1974. Donc c'est la raison pour laquelle la démocratie doit intégrer le fait qu'un peuple a le droit de changer d'avis, et il a le droit de changer d'avis entre les périodes électorales. Monsieur Macron, en 2017 comme en 2022, n'a pas été élu pour exercer un pouvoir de monarque absolu pendant 5 ans. Ça, ce n'est pas vrai. C'est une conception absolument dictatoriale et fausse
de la situation, de la Constitution, de la République et de la démocratie. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il se passe qu'en France, comme dans toutes les démocraties, lorsqu'il apparaît que le peuple a changé d'avis entre les élections, il y a dans tous les pays du monde, il y a des procédures qui permettent de remédier à ça. Enfin, dans beaucoup de démocraties, pas tous les pays du monde, dans la plupart des démocraties, il y a des procédures qui permettent de remettre les compteurs à zéro, de tenir compte de ça. En France, il y a 2 procédures essentielles. La première, c'est le référendum. La seconde, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si l'on constate que le peuple, de façon très majoritaire, or c'est le cas, tous les sondages montrent qu'entre 70 et 85% des Français, plus de 90% des actifs d'ailleurs, sont contre cette réforme des retraites. Et donc, normalement, dans ce genre de situation, la France est dans une situation d'émeute permanente, eh bien, il faut en revenir devant le peuple et lui demander Monsieur le peuple ou Madame le peuple, est-ce que vous avez décidé de changer d'avis ? À ce moment-là, on change les dirigeants, on change la politique. Voilà. Sinon, c'est qu'on considère que l'on n'a pas à obéir au peuple, même s'il a changé d'avis. Alors, la meilleure façon de faire comprendre ce que je veux dire, c'est de comparer l'attitude de Macron à celle de Charles de Gaulle en 1968. En mai 1968, la France, progressivement, mais assez vite, il y avait des événements qui avaient précédé, à partir du 22 mars, le mouvement du 22 mars chez les étudiants, ça avait commencé à Nanterre, ça avait un petit peu bouillonné, mais ça avait surtout commencé à bouillonner à fort bouillon, à grosse bulle, au mois de mai 1968, où progressivement il y avait des émeutes estudiantines, et puis les syndicats de salariés se sont joints au mouvement, et les événements ont pris une tournure vraiment très sérieuse et très grave à partir du 13 mai 1968, avec le début de la grève générale. Et l'ensemble de la France a commencé à s'arrêter, et on a eu une grève qui a paralysé le pays pendant plusieurs semaines, on a compté jusqu'à, je crois, 23 millions de grévistes. À l'époque, moi j'étais un petit enfant, mais j'étais suffisamment grand, j'avais 10 ans pour voir ce qui se passait. L'impression générale, du moins à Paris, c'était que c'était la fin du régime, que Charles de Gaulle était complètement dépassé par les événements, ce qui d'ailleurs a été le cas pendant une période assez brève, mais pendant une période notamment vers la fin du mois de mai. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que en mai 68, il a fini par décider, de Gaulle, le 30 mai 1968, par dissoudre l'Assemblée nationale. En disant, voilà, la France était à l'arrêt, il y avait un énorme problème, la gauche essayait de prendre le pouvoir, il y a eu une réunion au stade Charletti qui est restée de façon fâcheuse dans certaines mémoires, et donc De Gaulle a coupé court à ces évolutions qui menaient vers une révolution ou la guerre civile, et De Gaulle a dit « J'en reviens devant le peuple, je dissous l'Assemblée nationale ». Il s'est donc passé, entre le 13 mai 1968, les débuts de la Grande Grève, et le 30 mai, dissolution de l'Assemblée nationale, il s'est passé 17 jours. Donc on a tendance un peu à perdre de vue ce point, c'est que mai 68, en fait, aura duré... Alors il y a eu avant et après, parce que ça s'est pas terminé brutalement. Mais globalement, le gros de la crise a été réglé par 13 mai, 30 mai, 17 jours. Et puis ensuite, l'organisation des législatives. Donc c'est pour ça que ça a continué un peu après. Mais les législatives ont eu lieu donc au mois de juin et ont fourni une majorité écrasante, en fait, au parti gaulliste. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que derrière les agitations qu'il y avait, c'était essentiellement dans les grandes villes, chez les étudiants, chez les syndicats d'ouvriers et de travailleurs, mais que la France profonde, les retraités, les cadres supérieurs, les agriculteurs qui représentaient encore une force non négligeable électoralement parlant à l'époque, c'était très important, que dans les campagnes effrayés par ce qu'ils voyaient à la télévision, avaient voulu soutenir De Gaulle. Et donc De Gaulle était finalement sorti la tête haute, il était revenu devant le peuple français, et le peuple français
avait soutenu De Gaulle et avait dit non aux menées de ce qu'on appelait les gauchistes ou de ce qu'on appelait donc ceux qui étaient les révolutionnaires de mai 68. 17 jours. Comparons avec ce que fait Macron. Avec Macron, la première grande grève au sujet de l'affaire des retraites, c'était le 19 janvier 2023. Ça a été précédé auparavant par des mouvements comme mai 68. Il y avait eu des mouvements de protestation auparavant. Eh bien, il y a eu des mouvements de protestation auparavant, mais on peut dire que le premier grand coup d'envoi des troubles sociaux en France cette année, c'est le 19 janvier. Ben, si vous faites 19 janvier plus 17 jours, si Macron était à nouveau De Gaulle, Macron aurait dissous l'Assemblée nationale. Le 19 janvier plus 17 jours égale le 5 février. Macron aurait dissous l'Assemblée nationale le 5 février. Les Français seraient revenus aux urnes, auraient voté au mois de mars, ou à peu près, et nous serions, d'une façon ou d'une autre, les Français auraient tranché, auraient donné leur point de vue. Soit ils auraient fourni une majorité à Macron, et à ce moment-là, ça veut dire qu'ils l'auraient soutenu dans l'épreuve de force qu'il mène avec les Français, soit ils auraient, au contraire, donné une raclée aux députés macronistes, ils auraient promu sans doute le Rassemblement national et aussi LFI, enfin les oppositions. Et à ce moment-là, Macron se serait retrouvé avec tout à fait une minorité à l'Assemblée nationale et il aurait été obligé d'entrer en cohabitation en appelant un Premier ministre qui aurait complètement changé la politique. Ça, c'eût été exactement respecter l'esprit de la Constitution et de la démocratie, respecter ce principe fondamental qui est inscrit dans l'article 2 de notre Constitution. La République, le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça qui aurait dû être fait. Or, comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas, c'est pas du tout ce qu'a fait Macron. Macron a forcé le destin. Il a fait l'article 49.3. Après ça, ça a été déféré au Conseil constitutionnel qui a montré, je le rappelais tout à l'heure, qu'il est inféodé au pouvoir. Après ça, Macron n'a même pas pris les 15 jours nécessaires pour promulguer. Dans la nuit même, il a promulgué la loi. Il a fait ça à la hussard en pensant que ça passerait. Eh ben, ça ne passe pas. Voilà. C'est-à-dire que Macron n'est pas un nouveau De Gaulle, il est l'anti-De Gaulle. De Gaulle, en mai 68, il n'a pas ignoré les Français, il n'a pas fait comme si de rien n'était, en promouvant dans un monde de plus en plus irréel une politique rejetée par les Français. De Gaulle ne s'est pas baladé en France, et ses ministres non plus, en étant accueillis absolument partout par des émeutes, des casserolades, des gens qui vocifèrent, des gens qui insultent le président. Et on n'en est pas sorti. Parce que Macron a refusé de demander au peuple ce qu'il voulait. Donc que Macron ne vienne surtout pas nous donner des leçons de démocratie. Ce qu'il fait, c'est très exactement de la dictature. Dictature, ça vient de dicter. Il dicte ce qu'il faut faire. Il refuse d'intégrer ce que veulent les Français. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 27 avril 2023. Donc ça fait que la première grande grève, 19 janvier, 19 février, 19 mars, 19 avril. 19 avril et 27, ça nous fait donc 3 mois et 8 jours que Macron refuse de demander aux Français ce qu'ils veulent, là où De Gaulle avait mis 17 jours pour trancher la question. Et si j'ai bien compris, Macron refuse toujours, de demander aux Français de trancher. Alors, pourquoi Macron fait-il ça ? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est pas De Gaulle. De Gaulle était un homme qui avait une éthique, une conception de la fonction considérable. Je rappelle que lorsqu'il a créé la Ve République, il a donné ce que l'on a appelé une monarchie républicaine, c'est-à-dire un régime où le président de la République a en effet beaucoup de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir que dans la plupart des autres démocraties, le chef de l'exécutif. Il a un pouvoir très important avec la Ve République. Mais, et tout est dans le mais De Gaulle considérait que ce pouvoir ne pouvait être exercé qu'à la condition d'être en permanence soutenu par au moins 50% des Français. Et donc, dès qu'il y avait un doute, De Gaulle décidait
d'avoir une dissolution, comme il l'a fait en 1962 et en 1968, ou d'avoir un référendum, comme il l'a fait en 1962 pour l'élection du président de la République au suffrage universel, comme il l'a fait en 1969. Et à chaque fois, De Gaulle avait bien précisé que s'il n'avait pas les 50% nécessaires, il s'en irait. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Avec le référendum du 27 avril 1969, c'est-à-dire il y a 57 ans, aujourd'hui, jour pour jour, il a eu 47% des gens qui ont voté pour le référendum de 1969 comme il l'avait demandé. Il a donc été désavoué par 53% de la population le soir même. Il publiait un communiqué pour dire qu'il démissionnerait le lendemain à 8h du matin ou à 10h du matin. Ce qu'il a fait. Il est parti de l'histoire. Il a quitté l'histoire de France de cette façon, en étant, d'une certaine façon, révoqué par le peuple français. Et il l'a fait avec un panache qui fait que maintenant, 50 ans après sa mort, 52 ans après sa mort, énormément de Français regrettent De Gaulle, non seulement le personnage historique, mais sa droiture, sa rectitude, son attachement à ce qu'est la démocratie. Alors que Macron, lui, utilise les oripeaux de cette Constitution, mais pour les faire fonctionner en sens inverse. L'article 49, alinéa 3, qui est très décrié. Dans l'esprit de Gaulle, cet article n'était pas un article pour imposer une loi à une population rebelle. De Gaulle pensait toujours que c'est le peuple qui devait décider. L'article 49, alinéa 3, tel que l'avait conçu De Gaulle, c'était, je l'ai déjà dit, je le redis, pour imposer une politique voulue par le peuple à des parlementaires qui n'en veulent pas. Imaginons par exemple une réforme des retraites confortables des sénateurs, par exemple. Aujourd'hui, les sénateurs ont un train de vie absolument scandaleux, en fait. Un système de retraite absolument extraordinaire. Donc ils refusent, ils incitent aux réformes des retraites, mais eux, évidemment, ils estiment que ça ne s'applique pas à eux. Imaginons qu'un gouvernement veuille imposer un système de réforme des retraites aux sénateurs et aux députés. Très probablement, les sénateurs et les députés, ils refuseront. D'où la nécessité, par exemple, d'avoir cet article 49 alinéa 3, c'est-à-dire de mettre le couteau sous la gorge des députés en disant si vous refusez, à ce moment-là, il faut que vous censuriez le gouvernement. Si vous ne le censurez pas, c'est adopté. Et si vous censurez, à ce moment-là, la menace qu'il y a derrière, c'est nous dissolvons l'Assemblée nationale. Et comme, par principe, l'article 49.3 est fait pour aller dans le sens de ce que veut le peuple, eh bien le peuple tranchera en faveur du gouvernement et balayera ceux qui ont refusé de voter cette loi. C'est ça l'économie générale de l'article 49.3. Alors que Macron, il n'est pas le seul, ça a déjà été fait antérieurement, notamment sous Mitterrand, Rocard, etc., ou sous François Hollande, ou sous Sarkozy. Mais l'article 49 alinéa 3, maintenant, est utilisé en sens inverse. Il est utilisé pour imposer au peuple, même s'il y a 70 ou 80% des gens qui n'en veulent pas, pour lui imposer une politique. Alors là, on est dans un système qui est absolument dictatorial. Voilà. Et de la même façon que Macron, c'est pas parce qu'il a été élu par une majorité des Français, dans des conditions d'ailleurs de propagande sur lesquelles je ne me suis pas étalé, mais qui font qu'il est faux de croire que les Français ont voté en conscience. Je le sais, je l'ai déjà rappelé. Je rappelle qu'en 2017, Macron avait eu 25% du temps de parole quand j'en avais eu 0,8%. Que Macron, il était question de lui partout. Et il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Il y a d'autres candidats, comme Jean Lassalle, comme Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, etc., qui ont eu très très peu de temps de parole, alors que Macron est celui qui en avait le plus. Donc qu'ils ne viennent pas nous dire que ça a été fait en parfaite connaissance de cause, parce que ça n'est pas vrai. Les Français ne peuvent pas voter pour des candidats qu'on leur cache. Sachant que tous les Français ne sont pas des lecteurs assidus des pages des politiques du journal Le Monde ou du Figaro. Les Français, il y a énormément de Français qui suivent la politique d'un peu loin et qui se contentent de ce qu'on leur dit dans les médias. Donc Macron ment là aussi quand il donne à penser qu'il a été élu en parfaite connaissance de cause. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si ça avait été le cas, ça n'est pas pour cela que ça justifierait qu'il impose quelques mois ou quelques années après une politique rejetée massivement
par la population. En faisant ce qu'il fait, Macron bafoue très exactement l'article 3 de la Constitution qui pose le principe suivant: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et ces représentants étant le président de la République, mais aussi les parlementaires, les députés et les sénateurs. Mais ça n'est pas la seule raison, c'est aussi par la voie du référendum. Et l'article 3 précise: aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Or, Macron, en considérant qu'il a été élu comme une espèce de roi de droit divin qui n'aurait de compte à rendre à personne pendant 5 ans jusqu'en 2027, eh bien, il se comporte comme s'il monopolisait, comme s'il s'attribuait la souveraineté nationale, alors qu'il n'est qu'un individu, et ceci est absolument condamné par l'article 3. En conclusion de cette vidéo, que je vous suggère de méditer, de réfléchir, parce qu'elle voit à quel point Macron est un tyran, un dictateur, quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'est que la démocratie, je vais faire référence à citer la meilleure source en la matière. C'est Charles de Gaulle lui-même, qui est le père de la Ve République, et qui a eu, au long de sa carrière, à s'exprimer à la fois sur la République et sur la démocratie. Et je voudrais vous donner 3 citations très importantes, des extraits de discours de Charles de Gaulle où il s'est exprimé sur ce sujet et qu'il est important d'avoir à l'esprit maintenant, en ce moment même, alors que Macron travestit la démocratie dans un sens dictatorial qui lui convient. La première citation, c'est un discours prononcé par Charles de Gaulle le 16 janvier 1963 à l'occasion la remise de la Grande Croix de la Légion d'honneur à son prédécesseur, le président René Coty, qui avait été le 2e et dernier président de la 4e République, qui n'était pas élu à l'élection présidentielle, puis c'était sous la 4e République où le président de la République avait un pouvoir essentiellement représentatif, mais n'avait pas de pouvoir exécutif réel. C'était à l'époque le président du Conseil, l'équivalent de notre Premier ministre. Donc en 1963, en 6 janvier, de Gaulle à l'Élysée remet les insignes de Grande Croix de la Légion d'honneur à René Coty, et il a un discours dans lequel il y a cette citation que je vous invite à méditer parce qu'elle est vraiment très intéressante pour l'époque que nous traversons. Il dit « La République, c'est le régime politique qui, en fin de compte, a pour assise la volonté de tous les citoyens qui s'y reconnaissent et s'y rassemblent, qui a pour moteur l'intérêt général et pour soutien le concours de tous. » C'est très important. C'est exactement l'illustration de l'article 3 que je citais à l'instant. Dans la pensée gaullienne, comme dans la pensée de tout démocrate, la démocratie, la République, c'est tous ensemble. C'est pas une petite partie du peuple contre la majorité du reste. Deuxième citation, c'est un discours qu'il a fait dans les tout débuts de la Ve République à l'Assemblée nationale. C'était le 29 janvier 1959. Il a dit « La démocratie doit être plus qu'une simple décision de majorité. Elle doit reposer sur un certain nombre de principes supérieurs. D'abord l'égalité devant la loi, ensuite la défense de la liberté individuelle et enfin la garantie de l'intérêt général. » Alors ça, c'est très important aussi. Pour De Gaulle, comme pour tous les vrais démocrates, la démocratie, ça n'est pas la dictature de la majorité. C'est encore moins ce que c'est devenu la dictature de la ou des minorités, parce qu'on en est là maintenant. N'importe quel lobby qui est très très actif sur les médias peut obtenir par intimidation, par terreur des députés, des parlementaires, par mise en conditionnement. On a des lois qui sont décidées par, en fait, des minorités. C'est ce qu'on appelle, il y a des gens qui ont théorisé là-dessus, la dictature des minorités. Non, la démocratie, ça n'est ni la dictature des lobbies, ni la dictature des minorités, ni la dictature de la majorité. C'est effectivement
les lois sont votées à la majorité, mais la majorité doit avoir constamment le souci de ne pas abuser de sa position majoritaire et doit donc avoir constamment le souci démocratique d'essayer d'atteindre un certain consensus pour qu'il y ait la garantie de l'intérêt général. Parce que si vous avez une partie du peuple qui entre en sédition contre l'autre, ça ne va pas. Ça, on ne garantit pas l'intérêt général. Alors, a fortiori, quand la majorité n'est pas majoritaire. Parce que le problème de Macron, c'est que son groupe à l'Assemblée nationale n'est pas majoritaire. Et donc ce sont des lois qui sont votées en fait par des minorités en jouant des conflits entre les oppositions et en se faufilant grâce à l'article 49 alinéa 3. Donc a fortiori, ce qui est vrai pour une majorité l'est a fortiori quand il n'y a même pas de majorité. Macron devrait en permanence tenir compte du sentiment général. Et puis enfin, troisième citation, c'est une citation d'un discours à la radio du 19 juin 1951. Donc ça, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas juste après, c'était 6 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était pendant la période de la Quatrième République, pendant ce que l'on a appelé la traversée du désert du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il avait démissionné du pouvoir, il s'était tenu à l'écart du pouvoir. Il était allé dans sa maison de la Haute-Marne, à Colombey-les-Deux-Églises, à la Boisserie, et là il rédigeait notamment les mémoires de guerre. Et donc il était passé à l'arrière-plan de la scène politique française. Ce qui ne l'empêchait pas de prendre de temps en temps des positions publiques, et notamment dans son discours à la radio du 19 juin 1951, il a dit « La démocratie exige que chaque citoyen soit éclairé, ça veut dire bien informé, instruit, bien informé, bien éduqué, responsable, qu'il sache ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, qu'il sache ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, qu'il sache où il va et comment il y va. » Alors c'est une formidable réponse à Macron. Macron, il dit, donc la démocratie, c'est annoncer ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire moi, c'est ce que j'ai fait, etc. Et De Gaulle ne dit pas moi. Il dit que chaque citoyen doit savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Aujourd'hui, tout le monde, et Macron lui-même le sait, tout le monde sait que l'écrasante majorité des Français ne veut pas porter la retraite de 62 à 64 ans. Alors on peut le regretter, on peut dire que c'est regrettable, que c'est contraire au financement de la France, etc., etc. C'est nul et non avenu. Pourquoi c'est nul et non avenu ? D'abord parce que c'est pas Macron qui va nous expliquer ça. Les déficits potentiels du régime de retraite sont une goutte d'eau par rapport aux 1000 milliards d'euros avec lesquels il a endetté la France depuis qu'il est dans les affaires publiques, depuis qu'il a été ministre. Faut quand même pas exagérer. Le confinement a coûté 600 milliards d'endettement. Et là, on parle d'un déficit d'une dizaine de milliards. Donc c'est pas quelqu'un qui a dépensé d'une façon, qui a endetté la France sur des générations, qui va nous expliquer maintenant qu'il faut être extraordinairement vigilant sur l'affaire des retraites. C'est pas vrai. Mais de toute façon, Macron n'a pas le droit de dire ce qu'il dit en disant moi j'avance, je veux faire avancer la France. Ça, ce sont ses propos à l'emporte-pièce. Je veux faire avancer la France, je veux être impopulaire. Il n'a pas le droit, puisque la Constitution a précisé que c'est pas lui qui décide, c'est le peuple. Et de la même façon que le peuple peut décider de changer d'opinion, le peuple peut aussi décider, dans sa sagesse collective par exemple, de dépenser de l'argent et de s'endetter pour maintenir son système de retraite, comme il l'entend, quitte à faire des économies sur d'autres départements ministériels. Donc Macron n'a pas le droit de l'imposer. Et c'est parce que Macron, justement, sait que l'écrasante majorité des gens ne veut pas ce qu'il veut, c'est justement pour ça qu'il ne fait ni référendum ni dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui clôture le débat. C'est-à-dire que Macron ne peut pas se prendre la pose du démocrate
puisqu'il refuse de vérifier que le peuple qui décide lui donne quitus. S'il refuse de le vérifier, c'est parce qu'il sait que s'il demandait le quitus, il serait battu à plate couture. Voilà ce que je voulais vous dire. Réfléchissez à cette vidéo, faites-la diffuser autour de vous. Il ne faut pas que les Français se laissent manipuler par cet affabulateur, avec ses éléments de langage extraordinairement vicieux, perfides, hypocrites, manipulateurs. Non, 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 non. Les Français ont le droit de changer d'avis. Les Français, c'est eux qui décident. Et donc, c'est eux qui font la loi. Macron, en refusant d'écouter les Français, a plongé la France dans une crise de dictature, dans une crise de violation permanente de la démocratie. Ça n'est pas la République, ça n'est pas la Ve République, ça n'est pas De Gaulle, ça n'est pas la démocratie, ça s'appelle la dictature. Et la dictature, ça a toujours la même fin, ça se termine toujours très mal. Vive la République et vive la France.